change. D'accord. Alors, si ce tableau peut être affiché, vous devez pouvoir vous rendre compte que nos réserves de change, ça veut dire que les moyens de paiement, les réserves de change que nous Oui. avons pour faire face aux difficultés au paiement avec l'étranger, Oui. en 2008, en décembre 2008, les réserves de change couvraient la monnaie nationale à un taux de 135%. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de réserves de change. On en avait suffisamment. D'accord. Alors, si ce tableau peut être... Il est déjà sur, alors, sur l'écran. si nos téléspectateurs peuvent bien voir, ils vont se rendre compte qu'à partir de décembre 2008, cette courbe qui était ascendante jusque-là commence à chuter. Il commence à chuter. Et j'ai scindé de décembre 2008 à ce jour, nous sommes en décembre 16, j'ai scindé cette proportion en deux. La courbe continue à chuter et j'ai tracé un peu plus bas ce que j'ai appelé une ligne rouge. Il ne faut pas que les réserves de change chutent. Il ne faut pas que l'impact, il ne faut pas qu'on touche cette ligne rouge. Dès qu'on va toucher la ligne rouge, je pense qu'il faudra du jour au lendemain, c'est dire qu'on peut dévaler à tout moment. Alors maintenant, j'ai scindé de 2008 à aujourd'hui en deux périodes. Jusqu'en décembre 2013, où les cours du pétrole ont atteint leur sommet avant de commencer à baisser. Vous devez pouvoir constater, j'ai mis A et A d'un côté et B de l'autre. Vous devez constater qu'en A, le taux de couverture de la monnaie chutait déjà beaucoup, de manière, j'allais dire, vertigineuse. Après 2013. Non, de 2008, décembre 2008 jusqu'à 2013. Ça chutait déjà. Après 2013, ça continue à chuter. On impute cette chute d'aujourd'hui à la chute des cours du pétrole. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a donc pu expliquer la chute d'avant? Au moment où les cours du pétrole étaient encore très élevés, bien. le taux de couverture de la monnaie chutait déjà. Et avait chuté de 135% à 83%, soit une chute de l'ordre de 54 points. D'accord. En 5 ans. Ça chutait déjà. Or, on ne peut pas imputer cette chute-là à la baisse des cours ni du pétrole, ni du cacao, ni du bois, ni je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui expliquait donc cette chute? Ça voulait dire une chose, quand bien même les cours du pétrole auraient continué à rester élevés, cette chute qui pendant 5 ans s'est pérennisée et continuait, devrait continuer et on devait se retrouver d'une manière ou de manière incidente sans qu'on soit informé à la zone rouge qu'il ne faut pas franchir et ça devait appeler à une diversion. Donc le diagnostic a été mal pris. Je ne dis pas que les cours du pétrole qui ont chuté n'ont pas une incidence, ce n'est pas ce que je dis. C'est arrivé depuis fin 2013, 2014, mais c'est venu ajouter à une situation qui existait déjà. Et on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui existait. Qu'est-ce qui se passait déjà? Alors, pour que ce ne soit pas un monologue, oui. Nous avons pris le soin d'écouter vos pairs, d'autres analystes économiques, d'autres fiscalistes, à l'instar du docteur Pierre Alaka, Oui. qui estime que le problème de la sous-région est resté la monnaie. C'est un problème lié à la monnaie. Et je le reprends en texto après la rencontre de Yaoundé. On devrait casser la baraque, envoyer le Fonds monétaire international, balader et annoncer séance tenante la création d'une monnaie commune dans un délai de 6 mois et qu'il y a des experts africains qui auraient donné de leur savoir, de leurs compétences gratuitement pour que nous ayons une monnaie qui ne nous asphyxie pas autant que le franc CFA. Je m'inscris en faux. En faux. Vous vous inscrivez en faux contre tout ce que vos pères disent. Contre ce qu'il dit là. Je m'inscris totalement en faux. Oui, je m'inscris totalement en faux. D'accord, allons-y. Le franc CFA, écoutez, il y a une manière d'apprécier la valeur d'une monnaie. Est-ce que le franc CFA, est-ce qu'il est surévalué? Est-ce qu'il est sous-évalué? Je parle là des termes techniques que tous ceux qui sont experts en monnaie doivent connaître. Est-ce que en un an ou deux, est-ce que vous avez senti que le régime de banane plantain normal coûte 4 fois son prix? Est-ce que vous avez le sentiment que le régime de banane plantain d'il y a un an a chuté de plus de la moitié de son prix? Je pense que, bon l'an, mal l'an, les prix se maintiennent. Ils évoluent, mais ça se maintient. Et tous les autres denrées également à peu près pareil. Donc le franc CFA se porte bien. Il n'est ni surévalué, ni sous-évalué.
Maintenant, le problème qui On se peut pas pose... penser à une alternative, à une autre création de monnaie, Non, monnaie de la sous-région. les chefs d'État ont posé un problème qui est réel. Diversifier nos économies. Ça, c'est réel. Faire en sorte qu'on soit compétitif, qu'on produise d'abord. La compétition signifie qu'on produit, même ne produisons pas assez. Ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec la monnaie. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, les réserves de change. Nous avons les réserves de change que par rapport au pétrole, que par rapport au bois, que par rapport au cacao, que par rapport... Alors, Entre-temps, nous importons du riz. Mais on peut produire du riz. Ça, ce n'est pas un problème monétaire. En revanche, quand j'ai voulu démontrer tout à l'heure la chute, je voudrais revenir, parce que les chefs d'État ont énuméré à peu près 3 zones vers lesquelles il faut travailler: la politique budgétaire, la politique monétaire et la coopération internationale. Maintenant, la chute du taux de couverture de la monnaie, ça introduit une autre variable pour bien apprécier ce qui se passe. Ça, c'est extérieur. Si vous voulez, les réserves de change, c'est quoi? C'est comme l'armée qui est placée à la frontière pour protéger. Là, chacun de nous porte un vêtement pour protéger le corps. Ben, si vous ne portez pas un vêtement approprié, bien que le corps se porte bien, le corps va en souffrir. La monnaie nationale ne souffre de rien. Mais si on ne la protège pas bien, elle ne fera pas bien ce qu'elle a à faire. Donc ce n'est pas un problème de franc CFA, non. Il se porte très bien, c'est franc CFA. Mais maintenant, si vous ne vendez pas bien à l'extérieur, ce n'est pas son problème à lui. Si vous exposez votre corps à des intempéries, là où il ne devrait pas être, vous allez en souffrir, mais ce ne sera pas votre corps qui aura créé ce problème-là. Vous l'aurez exposé, vous allez en faire les frais. Donc je dis, il faut éviter de tromper les décideurs. Mais je crois que ce qui a été fait à Yaoundé est très bien fait. La question que je me pose, et ce que je défends, on n'aura pas le temps que ça produise les fruits escomptés pour que la courbe qui chute, le taux de couverture de la monnaie nationale par les réserves de change, pour que l'impact n'ait pas lieu avec la zone qu'il ne faut pas franchir. Et c'est en ça que je dis, qu'est-ce qui a causé la chute des réserves de change avant que les cours de matières premières sur le marché international commencent à baisser? Voilà la question que je me pose. Et tant qu'on ne peut pas aller à l'intérieur, voir ce qui s'est passé par rapport à la politique monétaire, effectivement, qui gère les réserves de change, a gagné en réalité par rapport à ça, parce que ces réserves de change étaient déjà là. Ça couvrait la monnaie communautaire à 135%. Avant que les cours de pétrole ne commencent à chuter, on n'était plus qu'autour de 83%. D'accord, nous allons rester dans la logique que vous êtes en train de développer, les réserves d'échange, en croire certains analystes financiers, parce qu'on a essayé de faire le tour. Oui. Cette situation serait la résultante d'une mauvaise gouvernance du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale qui n'a pas su mettre en place une politique rationnelle de gestion des devises issues de la vente du pétrole lorsque ce produit était à son apogée. Je suis d'accord. Cette fois-là, vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord. Je pense que M. Abaga Chama a mené une politique chaotique et apocalyptique. Et ça a mené les chefs d'État. J'ai accordé une interview à une presse de la place il y a quelques jours par rapport à ce problème. Je pense qu'a mené les décideurs à ne voir que la chute des cours de matières premières, sans se poser la question de savoir pourquoi les réserves de change chutaient déjà. Autant, ce n'est pas un problème sécuritaire non plus. Ce n'est pas ça. Il faut diagnostiquer davantage et voir ce qui se passe avec la gestion de la politique monétaire commune par le gouverneur actuel de la Banque centrale. Je crois que le vrai problème se pose à ces niveaux-là. Vous avez soutenu, par exemple, dans les colonnes du quotidien, la Nouvelle Expression du lundi 19 décembre, que les experts de la BEAC ont caché au chef de l'État de la sous-région la vérité profonde sur les menaces réelles, sur les causes justement de cette monnaie. Et vous alliez jusqu'à dire que quand un diagnostic est mal posé, les solutions ne vont être que mauvaises. Mais je suis quand même dangereuse. Mais je suis quand même un peu surprise que vous soyez autant optimiste par rapport aux résolutions qui ont été prises à ce sommet extraordinaire de Yaoundé. Non, écoutez, madame, je pense que le sommet de Yaoundé n'a rien fait d'extraordinaire.
ça n'a rien fait d'extraordinaire. Il ne fallait... Ben, écoutez, ou plutôt, s'il fallait qu'on se retrouve à cette menace pour que nos chefs d'État prennent conscience, s'ils peuvent prendre conscience et passer effectivement aux actes de ce qu'il faut faire, je pense qu'il faudrait le saluer. Parce que la menace est réelle. Bon, même si on n'a pas dévoilé la menace, le spectre est là. Je continue à le dire. L'impact peut avoir lieu en 2017. Je n'avais pas dit qu'on allait à Yaoundé pour ça. Non. On a encore à peu près 18 points avant qu'on ne franchisse la ligne rouge, où la dévaluation devrait être presque automatique. C'est en 2017 que ça aura lieu. Je n'attendais... D'ailleurs, nous avons des actions à entreprendre, mais ce n'était pas pour le moment. Mais courant 2017, je dis plutôt que les mesures qui ont été prises, et je l'ai dit dans cette interview, n'auront pas le temps de produire leurs effets. On demande par exemple que chaque État puisse négocier avec le FMI, d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le FMI pour mieux structurer les efforts d'ajustement de leurs États, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions d'une relance vertueuse durable de leurs économies. On n'aura pas le temps pour ça, parce que la chute continue. Et ça, on n'y peut rien. Et à moins qu'on ne prenne d'autres mesures. Avec la chute du cours des matières premières, à votre avis, ça n'a pas un rapport direct? Il y a deux choses. Je voudrais donc dire que les mesures prises ne peuvent pas inverser la tendance de la courbe de sitôt pour que l'impact avec la zone rouge à ne pas franchir n'ait pas lieu. Il va falloir peut-être 2 ans pour que ça commence réellement à produire ce fruit. Mais en 2017, si on continue comme ça, on va forcément toucher la zone rouge. La solution est ailleurs. La solution est dans le domaine monétaire. Il faut diagnostiquer ce qui s'est réellement passé avec la gestion des réserves de change. Diagnostiquer comment cette politique monétaire est conduite. Et je pense que, indépendamment de ces diagnostics, il va falloir certainement dans les semaines à venir, je suis le président de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et des services, vous l'avez dit, et c'est à ce titre d'ailleurs que depuis 5 ans, nous menons des combats aux côtés des consommateurs des produits bancaires. Je pense que dans les semaines à venir, nous allons dévoiler ce que nous croyons être la solution véritable pour laisser aux solutions décidées par les chefs d'État que ces solutions produisent effectivement leurs fruits. Ok, finalement, on va finir par donner raison à ceux qui pensent que ce sommet de Yaoundé, d'une certaine façon, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau parce que ce n'est pas le premier du genre. Il y a des résolutions qui sont tout le temps prises. Je vais parler par exemple de la coopération économique entre les États de la sous-région qui passe aussi par la libre circulation des personnes et des biens. On en a parlé, c'est depuis 2014 qu'on annonçait par exemple un passeport CEMAC. Aujourd'hui, on n'y est pas encore et ce sont les mêmes chefs d'État qui se réunissaient avec des grands invités spéciaux. Finalement, on a envie de dire... Est-ce qu'ils ne se moquent pas du peuple? Est-ce qu'on ne se moque pas finalement? Non, madame. Je pense que la situation est... Je parle des faits, je prends des exemples. Oui. On a parlé de la libre circulation, jusqu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore. Vous avez ouvert cette émission en interpellant Pierre Nouakam comme chrétien. Moi, je suis chrétien catholique et je dis les voies de Dieu sont insondables. Et le Seigneur dit que vous avez été pécheur 99 jours, si vous repentez au 100e jour, il vous fait grâce. Je crois que la situation est trop grave pour qu'on puisse dire que nos chefs d'État ont fait comme on fait d'habitude. Non, la situation est trop grave pour qu'on arrive là. Je crois par contre que par rapport à ce qui s'est passé en 1994, on a été pris de court. Maintenant que la solution, qu'on puisse n'ait eu à entrevoir longtemps à l'avance qu'il y a un danger gravissime, c'est une tautologie peut-être, mais permettez qu'il l'utilise pour montrer à quel point la situation est grave. Le tableau que j'ai conçu, qui n'a repris d'ailleurs cette courbe, qui ne reprend que les données réelles, je pense qu'on a peut-être encore 12 mois devant nous avant que l'impact n'ait lieu. Je pense que les chefs d'État ont pris la réelle mesure des choses. Vous avez suivi le président Paul Biya parler, je crois qu'on a pris la réelle mesure des choses. Je crois que le public aujourd'hui est un public également mature. Ce qui s'est passé il y a 22 ans, je crois qu'on est plus dans la même situation. Je suis chrétien catholique, les évêques du Cameroun, que j'interpelle d'ailleurs immédiatement, nous ont fait prier pendant toute une année, 2001. Qu'ils remettent cette prière à l'église, aux écoles, chaque matin, et qu'ils s'interrogent. Quelle est la réponse que Dieu leur a donnée par rapport à leur prière? Quand on prie sincèrement face à un problème grave, le Seigneur répond toujours. C'est ce qu'ils nous ont enseigné. D'accord. Alors, donc je pense que la situation est trop grave pour qu'on puisse... Il faudrait qu'on taise
cette perception-là. Non, je crois qu'ils ont pris des résolutions fortes. La seule inquiétude... On l'a dit à tous les sommets, c'est des résolutions fortes. Cette fois-ci... Maintenant, c'est son applicabilité je pense qui est attendue. Je pense qu'ils doivent appliquer et il faut que le peuple se mobilise pour faire appliquer ce qui a été pris. Mais je crois que cette solution, ce qui a été pris, il faut encore en prendre. La solution est monétaire. Je l'ai dit dans l'interview. J'aurai à leur révéler d'ici peu. S'il faut attendre que ce qui a été décidé au sommet de Yaoundé prenne corps, on n'aura pas le temps. Parce que la cessation de paiement sera inéluctable et on continue inexorablement vers cette voie-là. Il faut faire autre chose et la solution est monétaire. Et je crois que tous les experts dans ce domaine, la solution n'est pas de quitter la zone franc. Loin s'en faut. Je crois que la zone franc, l'appartenance à la zone franc n'a pas donné 30% de ses possibilités. Regardez la Chine, madame. La Chine est restée avec une monnaie que personne ne connaissait sur le plan international. Mais aujourd'hui, la Chine est en train de dominer le monde entier aujourd'hui. Et c'est ça que nous reprochons à M. Abaga Chama. L'avance que nous avions déjà acquise, avoir construit un taux de couverture de la monnaie avec les échanges de 135%. Qu'est-ce qu'il a fait de cet acquis? D'accord. Vous ne pouvez pas être sur un terrain de football, marquer 10 buts, et à la 85e minute, l'adversaire vient vous faire encaisser 10 et vous faire perdre le match. C'est ça le problème. Christine Lagarde, qui fait partie des invités spéciaux de ce sommet, il fallait bien qu'elle soit là. Justement, elle a attiré l'attention des dirigeants de la CEMAC il y a un an de cela sur les indicateurs économiques de la sous-région ainsi que les risques d'un séisme conjoncturel qui pointait à l'horizon. Oui. Finalement, le temps lui donne raison. Les mêmes responsables de la CEMAC sont là, les mêmes chefs d'État de la CEMAC sont là. Si les analystes posent un problème et que son applicabilité reste, on va dire, tatillonne, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Changer les personnes? Je pense que les conseils qu'on vient du FMI nous dire à l'intérieur ce qui ne va pas, je pense qu'il y a un problème. Qu'est-ce que les hauts cadres de la Banque centrale? J'ai été moulé à la Banque centrale. J'ai été moulé à la BER, je suis ancien cadre de la BER, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe à la Banque centrale? Qu'on n'ait pas eu à révéler au chef d'État ce qui se passe réellement dans la gestion des réserves de change. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est là, davantage. Et puis, impulser, il faut une réforme profonde du mode de gestion de notre monnaie. C'est ça le problème. Ils ont été trompés, la réalité nous rattrape tous. On ne leur a pas dit la réalité. La réalité, maintenant, il faut la découvrir. Mais je pense qu'avant qu'on... Je vais, dans les jours à venir, en tant qu'auditeur bancaire, certainement toucher, par exemple, les avocats, l'ordre des avocats du Cameroun, toucher les experts financiers, non pas seulement à une conférence, qu'on puisse se réunir ensemble, que je leur montre ce que je connais par rapport à ce problème. Je pense que ce que les chefs d'État ont fait, c'est bien, mais on n'aura pas le temps de voir ce qui a été décidé porter ses fruits et la solution est davantage monétaire. Donc, que ce soit Mme Lagarde qui partait de Washington pour venir attirer l'attention de nos décideurs sur les problèmes que nos experts connaissent, je crois qu'il y a un problème. Ben, écoutez, vous avez demandé, nous qui sommes à l'extérieur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes pas au quotidien par rapport à ceux qui sont au volant de la gestion de la monnaie et des finances de nos États. C'est la Banque centrale. C'est eux que nous devons accuser. Qu'est-ce qui a été fait? Ils n'ont peut-être pas vu. Mais il faudrait que s'ils n'ont pas aperçu, qu'ils s'associent les compétences de ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ensemble, on puisse dire à nos États ce qu'il faut réellement faire. Mais il faut refondre le système de gestion de notre monnaie, qui n'a pas de problème une fois de plus, et de nos finances. Nous allons évoluer. Alors, parmi les pays qui ont déjà accepté les restrictions des institutions de Bretton Woods figure par exemple la Guinée équatoriale. Et on a suivi de la bouche des analystes que la noyade semble être consommée par la RCA et le Tchad et que le Gabon était inévitablement dans le même bateau. Le Cameroun garde la tête hors de l'eau parce qu'elle a une économie encore diversifiée. C'est l'occasion pour le Cameroun de démontrer incontestablement cette fois-ci son leadership, son statut de cheville ouvrière de la zone CEMAC. Le Cameroun a la tête de l'eau, hors de l'eau, vous dites? Le Cameroun a une santé économique relative. Elle a, par rapport aux autres États de la sous-région, une santé, et je dis elle est sortie, elle a la tête un peu hors de l'eau parce que en dehors du pétrole, on a d'autres sources de revenus, on a du bois, on